À la une de l'actualité, 59% de taux d'admissibilité sur le plan national. À l'examen du baccalauréat, session de juin 2022, les candidats sont fixés sur leur sort depuis la soirée d'hier. À la une aussi, plusieurs décisions prises en Conseil des ministres hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Les détails à suivre. Puis sur le continent, l'ONU a du mal à clarifier si les 49 militaires interpellés à l'aéroport de Bamako dimanche font partie d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2022 sont désormais fixés sur leur sort. Le directeur de l'Office du baccalauréat a rendu public les chiffres dans la soirée d'hier. Le taux d'admissibilité est de 59% au plan national. Reportage. Les candidats au baccalauréat 2022 sont fixés sur leur sort depuis quelques heures. À l'issue de la première délibération, 59% des candidats sont déclarés admissibles à cet examen. C'est la série G1 qui a battu le record cette année avec plus de 93% de taux d'admissibilité. Nous avons les séries A1, A2 qui ont donné plus de 77% taux de réussite. Série B, 73,25%, série C, 64,50%, série D, 42,76%, série E, 59,09%, EA, eau et assainissement, 61,50%, F1, 46,28%, F2, 66,06%, F3, 61,42%, F4, 56,81%, G1, 93,25%, série G2, 61,97%, série G3, 60,39%. Au total, nous avons atteint le taux de 59,00%. 59% de taux de réussite contre 64% l'année dernière. Le directeur de l'Office du bac estime que la performance est bonne et augure de la prolongation des efforts du gouvernement dans le système éducatif. L'année dernière, nous avons atteint 64%, mais c'est le taux historique qui ne sera pas de sitôt battu, mais nous le souhaitons. Cette année, la performance aussi a été observée. Nous avons fleuri le record de l'année dernière, mais on ne peut pas être meilleur tout le temps, mais nous sommes quand même dans de très bonnes dispositions. Je pense que cette performance augure de la prolongation des efforts fournis par le gouvernement du président Talon pour que la jeunesse puisse prendre les devants et pour que notre pays puisse sortir de l'ornière du sous-développement. Les épreuves facultatives sont prévues pour samedi prochain et les épreuves sportives les 18 et 19 juillet. Le gouvernement s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon, dans le cadre du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, l'actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Voici un extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rombouilly. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Le présent code est une relecture de celui de 2008. Il intègre 10 nouvelles valeurs aux 9 anciennes, d'une part, dans le but de lutter contre les tares qui minent encore notre fonction publique, et d'autre part, pour l'adapter au contexte actuel en tenant compte des recommandations faites à cette fin. En point 2, organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. La dynamique de développement qu'a amorcé notre pays et les spécificités des nombreux chantiers ouverts appellent une actualisation et un renforcement des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. En point 3, certification des formations professionnelles par apprentissage. La reconnaissance par l'État des compétences professionnelles, techniques et générales acquises par l'apprentissage ou par l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle qualifiante
justifie la mise en place d'un dispositif de formation et d'organisation du certificat de qualification professionnelle CQP. Les mêmes raisons concernent le certificat de qualification au métier CQM, dont l'opérationnalisation vise à accorder une priorité à l'éducation en général et à la valorisation de la formation professionnelle par apprentissage en particulier. Au titre des autres mesures normatives, a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de coopération monétaire signé entre les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA et la France le 21 décembre 2019. Au chapitre des communications, en point 1, mission de maîtrise d'œuvre partielle. Dans le cadre de l'aménagement hydro-agricole de 8000 hectares de terre et de la construction, réhabilitation de 80 retenues d'eau au Bénin. En point 2, mise en formation des aspirants au métier d'enseignant et de 4 élèves professeurs certifiés des lycées techniques agricoles. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous cette rubrique, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Lusaka en Zambie les 14, 15 et 17 juillet 2022, à la 44e session des comités consultatifs interafricains du 28 au 30 juillet 2022 et au 21e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur dans diverses disciplines du 7 au 17 novembre 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire, ainsi que la participation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, puis du ministère de l'Énergie à leurs réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur au titre de l'année 2022. 24 heures après sa démission, le désormais ancien président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diogbenou, était face à la presse hier. Seul sujet à l'ordre du jour, les raisons qui sous-tendent sa démission. Compte rendu. C'est une déclaration de presse très attendue par les professionnels des médias. Au lendemain de sa démission du poste de président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diogbenou est apparu souriant et détendu face à la presse. L'objectif principal est d'évoquer les raisons de sa démission et faire des projections. Il retourne donc à sa famille politique et exercera dans les limites de ce que lui confieront les responsables de l'Union progressiste. Alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés, il est nécessaire de redevenir comme un simple ouvrier auprès du chantier politique. Qu'il est nécessaire de renouveler l'engagement politique, qu'il est nécessaire de retrouver sa famille politique. Et la mienne, c'est l'Union progressiste. Je voudrais donc très formellement et très publiquement vous inviter à comprendre que cette décision est nécessitée par l'appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l'analyse de la situation politique qu'à titre personnel j'ai pu faire, et de considérer que j'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé et de redevenir un ouvrier sur le chantier, un militant à la base. La nouvelle de sa démission est diversement appréciée par les acteurs de tous ordres. Et pour ceux qui le voient déjà candidat dans un futur proche, le conférencier du jour répond avec une allégorie propre à lui. Je suis candidat à tout ce que le parti me demandera de faire. Sur l'obligation de réserve, elle est attachée à la Cour constitutionnelle. Vous comprenez que je suis suffisamment averti pour ne rien révéler, pour ne rien dire qui soit dans le périmètre de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle devient une sorte d'enclos à rejeter, mais justement parce qu'il est plus important de se mettre en position, de se mettre à la disposition, de se mettre avec beaucoup d'humilité au service
de chacun de nos compatriotes. Joseph Diogbenou a également, au cours de cette conférence de presse, exprimé sa reconnaissance envers toutes les personnes, notamment le bureau de la 7e législature de l'Assemblée nationale, qui a contribué à sa désignation en tant que membre de la Cour constitutionnelle. Et un peu plus tôt, dans la même journée d'hier mercredi, les membres de la Cour constitutionnelle, parents et amis, ont assisté à la passation de charges entre le président de la Cour constitutionnelle sortant, Maître Joseph Diogbenou, et le vice-président de la dite Cour, Razaki Amouda Issoufou. Au terme de cette cérémonie, les deux personnalités se sont exprimées au micro d'Eden TV. Suivez. Monsieur le vice-président, le moment est venu de nous séparer au plan institutionnel. Mais le moment n'arrivera jamais de nous séparer sur le terrain des objectifs républicains. Nous avons, durant 4 années, ensemble, conçu, défini, réalisé les objectifs de modernisation de la Cour. Monsieur le secrétaire général en a tracé les lignes, notamment au plan infrastructurel. Nous sommes dans le bâtiment qui nous accueille, au plan jurisprudentiel, dans les perspectives de la satisfaction des intérêts majeurs des citoyens et de notre collectivité nationale, mais également au plan scientifique. Je voudrais, au moment où je m'adresse à vous en qualité de président, de manière, on va dire, ultime, je voudrais vous adresser toute ma reconnaissance. L'un parmi vous, je dirais l'une parmi vous, les agents du personnel, en m'adressant des mots de salutation ce matin, a témoigné de ce que, et je suis d'accord avec elle, que ce qui importe dans la vie, ce ne sont pas les positions, ce sont les objectifs à réaliser. Les positions ne sont que les moyens pour atteindre les objectifs. Il y a des objectifs qui dépassent chacun de nous et qui sont fondamentalement républicains. Veuillez accepter que ma définition ne s'inscrit donc pas dans une sorte de renoncement à une position, mais dans une acceptation dans la réalisation des objectifs qui sont importants et sur lesquels il me sera possible de revenir cet après-midi. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom des conseillers et à mon nom nos sentiments de regret face à votre départ inattendu. Homme de conviction et d'engagement, vous avez su faire profiter à la haute juridiction de vos multiples compétences et qualités. Homme de droit et surtout avocat fin procédurier, c'est dès le début de votre mandature à la tête de l'institution constitutionnelle que vous avez annoncé les couleurs avec la modification du règlement intérieur de la Cour. La dite modification qui a permis la création de 2 chambres de mise en état et d'une chambre des audiences plénières a favorisé l'ouverture de la Cour aux citoyens et par conséquent une meilleure juridictionnalisation de la haute juridiction. Cette ouverture qui explique l'engouement des citoyens à saisir la Cour a eu pour effet un nombre de plus en plus croissant de recours et par ricochet de décisions rendues. En moins de 5 ans, la Cour, sous votre leadership, a battu tous les records et lancé le défi à vos successeurs en rendant un total de 2095 décisions. Place à présent à l'actualité internationale dans cette édition. L'état-major des armées de Côte d'Ivoire a livré hier ses précisions sur la présence de ces 49 militaires interpellés à l'aéroport de Bamako dimanche. L'armée ivoirienne insiste sur le fait que le contingent arrêté est bel et bien en mission officielle au Mali dans le cadre des opérations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA. Mais l'ONU a du mal à clarifier si ces déploiements qui ont commencé en 2019 ont une mission aussi claire qu'Abidjan l'affirme. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne, mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien NSE par les Nations Unies.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit évidemment sur nos différentes plateformes digitales, Messenger, Facebook et YouTube. L'application Eden TV Diaspora FM également à votre disposition pour le même exercice. N'oubliez pas aussi de nous suivre via notre site internet www.bena-eden.tv.